Il joue à besoin en papa au tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit tipolo mon tête tout toujours pas repayer tourner vos stations pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Zouk TV, bonsoir auditeurs, auditrices. Martinique, Guadeloupe, Guyane, France, Internet, Facebook, qui que vous soyez, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans cette nouvelle émission. Tout d'abord, merci à Zouk TV de nous accueillir et ensuite, nous allons sauter sur cette occasion. Nous sautons sur cette occasion qui nous est proposée par M. Granier, que nous remercions et sur toute son équipe. Je vais vous présenter un peu l'équipe. Enfin, je ne fais pas tout seul. Moi, c'est Olivier, bien sûr. Olivier Kelban. Je suis accompagné de mon acolyte Jonathan Rosine. Et on va vous parler de parentalité, de famille, d'amour, de désaccord, de désamour, de relationnel homme-femme, enfant aussi. Qui dit PPJ dit des Martiniquais et des Martiniquaises conscientes. Donc, bienvenue dans notre monde et j'espère que vous allez passer un énorme moment avec nous. C'est la première, comment vas-tu Jonathan ? Ça va. Alors, c'est la première. Mais on remercie, comme tu disais, l'équipe de Zouk TV. Papa Génité, c'est une continuité. Ça fait 100 émissions à radio. Maintenant, on est en télé. Donc, on remercie l'équipe. On remercie les spectateurs, les téléspectateurs, les téléspectatrices également de nous voir ce soir. On va apprendre de nos émissions. Vous allez voir comment ça se passe, vous allez rentrer dans notre monde, comme disait Olivier. Et puis, voilà, donc on a des invités, on va faire une petite présentation, on est là pour faire les choses. Avant de présenter nos invités, je vais discuter un petit peu avec toi, parce que bon, il faut quand même qu'on vive le truc ensemble, hein. Tout à fait. Qu'est-ce que ça te fait d'être maintenant, de passer à la radio, de passer de la radio à la télé ? C'est autrement, c'est autre chose. Donc... je remercie encore l'équipe de Zouk TV, comme tu disais. Ils nous font confiance. Donc tous les lundis soirs dorénavant, à partir de 20h, le rendez-vous de la parentalité, le rendez-vous de la famille, le rendez-vous des couples. Donc tous les lundis soirs à partir de 20h, on est présent. On est présent dorénavant, en télé, en radio, on est partout. on est négatif. Vous connaissez la personne qui dit ça. Bonsoir mes chers invités. Je ne sais pas, pardon, par qui commencer. Bonsoir. On va commencer par les dames. Madame Corinne Charles. Bonsoir Olivier. Bienvenue. Merci. Peux-tu te présenter s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Corinne, je suis maman. Pardon. Je suis maman célibataire, j'ai 2 adolescents. Je suis aussi professionnelle de santé et présidente de l'association Soli Réseau Martinique, donc Solidarité pour la réforme sociale, association qui a pour objectif justement de redynamiser l'individu dans son intégrité et dans son intégralité pour pouvoir justement occuper sa place, son rang, sa fonction dans la société. Veuillez m'excuser. Il n'y a pas de souci. Comme par hasard, depuis tout à l'heure je parlais. Bienvenue Corinne, excuse-moi. Ton association Soli Réseau, elle consiste en quoi ? Donc, on investit dans la femme, on investit dans la famille, on investit dans la jeunesse, on investit aussi dans l'homme. Et en fait, on investit dans l'individu parce que nous croyons fermement en la capacité de l'individu en fait, pour occuper sa fonction, ses responsabilités dans la société. D'accord. En tout cas, j'espère que tout va bien se passer. T'inquiète, no stress, ça va, c'est cool. Ça va. C'est bon ? Ok. Ça va. À ma gauche, ça fait un peu fight, de quoi ça fait combat de boxe. À ma gauche, Madame Jourdain Cathy. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ça va bien ? Très bien. Peux-tu te présenter, s'il te plaît ? Cathy Jourdain, pareil, mère célibataire, thanatopractrice donc dans le funéraire, présidente de l'association Papa Génité et plein d'autres choses actives. Active martiniquaise, vraie, antillaise, caribéenne. Super. Monsieur, enfin, ma star. J'ai dit que j'allais le taquiner. Monsieur le riche Fleural. Bonsoir. Bienvenue mon frère. Merci. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Donc, Ulrich, Désolé. militant principalement panafricain et aussi militant dans différentes organisations engagées en Martinique. Et dans le civil, directeur d'un centre de loisirs, donc je travaille avec les enfants principalement, donc voilà mes activités. Tu nous connais. Oui. Tu sais que je vais te taquiner. J'ai entendu parler de vous. Mais je tiens à annoncer à tout le monde que
mes invités et mon acolyte, bien sûr, en fait, on se connaît depuis pas 2 ans, mais on a quand même, on les a reçus, en radio plusieurs fois. Ils font partie des pièces maîtresses de notre évolution, et c'est pour ça que Jonathan et moi, nous avons tenu à les accueillir dans notre première émission sur Zouk TV, parce que moi, je suis un peu ému, j'ai pas l'habitude de la télé, mais c'était l'un de nos objectifs. Donc aujourd'hui, nous y sommes, donc c'est tout dans moins dehors. Vous la connaissez cette expression? Ah bah oui, qui dit PPJ, dit également en grandi. Le lundi, pas le mercredi, c'est vrai. Très bien. Jonathan, je commence avec toi. Tu sais déjà, ça fait 2 ans qu'on évolue. Tout à fait. On a beaucoup appris en 2 ans en radio. Merci à Monsieur Lévy, qui nous a donné la force, qui nous a accordé beaucoup qui nous a tout accordé en fait. Il nous a laissé les clés de la radio. Tous les mercredis, on s'est présenté à 20h pendant 2 ans, à peu près une centaine de thématiques en 2 ans. Tout à fait. On a vu des professionnels, des Martiniquais, des Martiniquaises. Il y a eu ce qu'on appelle des collégiales. On aura le temps de présenter ça à tout le monde. Ils ont un temps de voix également. Parce qu'il faut savoir aussi il faut bien leur dire que chez nous, ils sont chez eux. Bien sûr, avec le respect qui va avec. Mais c'est important pour nous qu'il y ait des professionnels, mais surtout des lambdas qui puissent nous apporter aussi leur expérience, leur vécu. Parce que la Martinique, c'est richesse pays, c'est nous, mais moi, je ne change rien. Je compte sur nous, Martiniquais, Martiniquaises, pour justement faire évoluer la population comme il se doit. Là, on est vu par beaucoup plus de monde, mais ça ne change rien. On garde notre identité, on garde notre fierté, nos valeurs, et justement, c'est ce que nous allons exposer au grand public aujourd'hui. On a fait 100 thématiques en radio, mais on espère 100 thématiques en télé aussi. On est parti pour ça. On est parti pour ça, donc on est là aussi pour propager l'amour. La famille, c'est quelque chose d'important, c'est le socle de la société, donc il faut parler de ça, il faut parler de la vie de couple. On parle beaucoup de problèmes, on parle beaucoup de guerre, etc. Il n'y a pas que ça, il y a également l'amour. Et tous les lundis soirs, comme je disais, connectés qu'aux autres, c'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous du lundi, 20h sur Zouk TV, mais dorénavant. On va commencer par une question simple. Je vais commencer par la présidente de l'association. Papa Génité, qu'est-ce que ça t'inspire quand tu entends ce terme? Tellement de slogan. Tellement de choses. Papa Génité, déjà le père qui veut être un père, pas un géniteur, mais aussi le papa qui n'est pas géniteur, qui n'a pas conçu un enfant, mais qui est debout derrière. Ça peut également être un oncle, un parrain ou autre. Mais papa génité, ce n'est pas que papa génité, c'est la famille, c'est justement, comme disait Jonathan, je vais reprendre encore, mais c'est la famille, c'est le couple, c'est trouver des solutions à des problématiques qu'on n'a pas qu'en Martinique, justement, qu'on a sur tous les territoires, je pense. Mais je trouve que ça apporte beaucoup de choses, et justement, moi qui suis là depuis le début, j'ai vu l'évolution, j'ai vu aussi les papas qui viennent vers vous, qui sont là, vous êtes à l'écoute, vous essayez de trouver des solutions, même si c'est pas à votre niveau, vous trouvez des partenaires, des gens qui vont apporter des solutions, et j'espère encore pas 100, mais 250 émissions, quoi. Merci, j'espère que tu nous porteras bonheur. Madame Corinne. Déjà, Papa Génité, c'est le son qui a fait que j'ai réagi pour chercher à qui vous étiez, en fait, pour me connecter à Olivier et Jonathan. Papa Génité, c'est un espace aussi d'expression, un espace de découverte, un espace aussi d'activité où les hommes, les pères peuvent s'exprimer. C'est un espace aussi où les hommes pères apprennent à assumer leurs responsabilités, et aussi pour moi une perspective d'avenir pour éradiquer quand même un mal-être, ce que j'appelle un mal-être sociétal, à savoir l'absence des pères en fait. Donc pour moi c'est un espoir, pour moi c'est aussi un projet politique, c'est un projet social, c'est un projet à tous les niveaux. Donc Papa Génité, bail négatif, faut pas oublier le négatif, c'est quand même c'est quelque chose qui contraste avec un phénomène qui est trop présent dans la société. Donc j'encourage. C'est moi qui te fais tousser. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, si c'est le stress ou pas, je ne sais pas. Je ne comprends rien, ça se déclenche que maintenant. Voilà. Bon, on va passer ce cap. Le riche. Bon, avant de commencer, je tenais à ce que Olivier pleure. Bon, voilà. C'est le cas. Ça y est, c'est vraiment ce que tu fais. Donc, voilà. Donc, enfin, on y est arrivé. Olivier a fini par pleurer devant nous, donc je suis déjà content. Donc, pour moi, Papa Génité, c'est un slogan. C'est un slogan, effectivement, qui trace l'avenir.
sur le fait que maintenant on veut une société où les pères s'impliquent dans leur paternité. Donc au-delà du fait d'être un homme, maintenant justement de s'affirmer en tant que père, pas seulement en tant qu'homme viril martiniquais, mais maintenant en tant que père qui s'occupe de sa famille, que ce soit sa compagne ou son compagnon ou la personne avec qui il vit, mais aussi surtout qui s'implique avec ses enfants, qui vit avec ses enfants, qui arrive à s'exprimer autrement qu'en étant un père fouettard, mais en justement développant ses parties maternelles, parce qu'il a une partie maternelle comme sa partie paternelle, qui sache trouver sa place justement dans sa famille et qu'il justement garde cette place-là et qu'il arrête de l'abandonner en fait pour X raisons. Oui, regardez Jonathan, regardez, c'est pas les gars en premier. Non, il est fort. Ah oui, c'est riche, hein? On sait pourquoi on a bien choisi. On sait pourquoi quand même. On sait qu'il y en a invité. Tout à fait. Non, impeccable. En fait, vous avez très bien défini. Hein, moi, tout ce que j'ai entendu, déjà, merci. Merci parce que, comme je dis, je t'ai pas demandé à toi. Je réponds pas. Ah, bon Dieu, c'est... Pardon, monsieur. Pardon, monsieur Rosine, c'est à vous. Qui dit papa géniteur, pour moi, comme on disait, l'aspect familial, qui dit père également famille, mais c'est un espace d'échange. C'est surtout ça qu'on va mettre en avant, un espace d'échange où père, mère et même enfant, si on a la possibilité, on pourra échanger, on pourra trouver des solutions également. On est là pour discuter, on est là pour poser des problématiques, on est là également pour répondre à des problématiques. Donc le plus important, c'est de trouver des solutions. Et tout au long, chaque thématique, chaque émission, on est là pour trouver un consensus, trouver des solutions. Surtout un équilibre, essayer de rééquilibrer les choses. Tout à fait. On fait face à plein de mauvais échos depuis des années, surtout sur le père, hein, je vais pas mentir, mais justement, l'une de mes questions préférées, c'est est-ce que vous estimez que la parentalité est malade aux Antilles? Je vais faire le galant, Ulrich. Évidemment, en tout cas, moi, c'est le constat que je fais, et notamment à travers notamment par exemple dans mon centre de loisirs, où je constate effectivement que la majeure partie des personnes qui déposent ou viennent chercher les enfants sont des femmes. Donc oui, je fais ce constat-là, ne serait-ce que par là, mais aussi à travers différents comportements, de témoignages justement de comportements de mes camarades, de gens qui sont dans mon cercle proche, que je vois bien qui ne s'impliquent pas tellement dans la vie de leur père, qui ont été en difficulté pendant le confinement et qui sont venus me poser des questions type comment je dois faire avec mon enfant, comment je peux faire pour l'occuper. Enfin, c'est des choses vraiment qui à chaque fois au fur et à mesure de ma construction m'a titillé, et à chaque fois je me suis dit mais comment ça se fait que en 2022 on en arrive à des situations où des pères me posent ce type de questions, où des pères ne savent toujours pas comment changer leur enfant, des pères ne savent pas comment lors de l'accouchement, quelles sont les phases, comment accompagner sa femme quand sa femme est enceinte, qu'est-ce qu'elle vit, etc., qui minimisent à chaque fois leur rôle. Donc oui, pour moi la parentalité est malade en Martinique, et elle est surtout déséquilibrée, c'est-à-dire que c'est la mère potomitan, qui c'est à la fois quelque chose de valorisant, mais à la fois quelque chose justement qui crée un déséquilibre, parce que du coup c'est elle qui s'occupe de tout ce qui concerne le foyer et la famille, et à côté de cela on a des hommes justement qui s'impliquent peu, malheureusement, et forcément ça crée un déséquilibre parce qu'on s'est construit autour d'un couple homme-femme en tout cas qui élève une famille. C'est l'idéal en tout cas qu'on veut transmettre, mais finalement c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que c'est plutôt la mère et les femmes plutôt qui prennent en compte ces problématiques là sans justement ne serait-ce que demander l'avis, et le père n'a même pas envie en fait de s'impliquer dans ce processus-là. Donc oui, pour moi la parentalité c'est flagrant. Ulrich, excuse-moi, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ça. C'est un petit peu ça aussi l'émission, c'est-à-dire que moi je trouve quand même qu'il y a une progression. Je trouve quand même qu'il y a des pères qui prennent plus leurs responsabilités. Par le passé, c'était oui, avec ce schéma-là, mais je trouve quand même que il y a quelques années, on ne voyait pas trop souvent les pères aller dans les réunions scolaires. Là, tu vois de plus en plus, peut-être pas, tu vois toujours majorité des femmes, mais il y a une implication quand même du père, je trouve. Donc, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de progrès. J'ai fait le constat que notre parentalité est malade. Par rapport à l'idéal qu'on vend, ce n'est pas le cas dans la réalité. Quand on observe les différents faits de notre société, ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, il y a des progrès. Heureusement qu'il y a des progrès, parce qu'il y a une génération qui pousse et qui a envie justement de s'impliquer dans ce processus-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on constate toujours le déséquilibre. On peut le prendre sur différents aspects. Observez autour de vous, voyez justement qui s'occupe de l'enfant, qui
fait le maximum de tâches avec l'enfant? Qui le dépose au centre? Qui le dépose à l'école? Qui va le chercher? Qui fait ses activités avec? Qui l'inscrit? Qui on appelle en premier? Ça, c'est important. effectivement. Donc, toutes ces choses-là, en fait, me poussent à croire qu'on est toujours dans ce constat-là et qu'il faut d'abord faire ce constat-là, cette analyse froide-là, et assumer le fait que, oui, il y a un déséquilibre, on cherche à rééquilibrer, mais le fait est que ce déséquilibre existe. De toute façon, je pense aussi que on va le constater, on va le voir. Il y a la période actuelle, mais il y a également des choses en amont, il y a des choses historiques également qui ont causé tout ça. Mais ça, on va le dire pendant plusieurs... On va le dire. Et vous, mesdames? En ce qui me concerne, justement, cet élan que j'ai eu envers la parentalité, de me lever justement pour apporter ma connaissance, mon expérience aux parents, vient du fait que j'ai aussi constaté que la parentalité est malade. Et progressivement, en évoluant dans mes recherches, dans mes rencontres, j'ai eu ces informations-là qui venaient aussi des forces de l'ordre, une augmentation de leur agents dans les familles pour les violences intrafamiliales, une augmentation aussi de la délinquance, une augmentation du burn-out parental. Il y a plusieurs phénomènes qui justement viennent dénoncer cette histoire de parentalité malade en fait. Donc oui, il y a des parents, des hommes qui occupent de plus en plus leurs fonctions, qui sont de plus en plus présents aux rencontres parents-professeurs, qui réclament justement d'exercer justement leur fonction de père, mais on ne peut pas ignorer justement cette réalité de parentalité malade, d'autant plus que il n'y a pas que les papas, il y a aussi les mamans qui commencent à se détourner de leurs fonctions. Démissionner. Voilà. Non, je disais juste démissionner. Il y a des mamans qui démissionnent aussi. Et je pense que c'est aussi à ce moment-là qu'on a eu ce phénomène de papa, de père qui s'impliquait plus parce qu'ils disaient ouais, mais en fait, si elle fait pas, qui va faire pour mon enfant? Sauf qu'il faut qu'on arrive à comprendre, on va rester à l'échelle des Antilles, que un enfant, c'est pas un parent ou un autre parent, ce sont deux parents, séparés ou ensemble, mais deux parents. On doit s'entendre absolument pour nos enfants. On doit oublier tous nos problèmes quand ça concerne nos enfants, en fait. Et c'est un problème qu'on a. On a aussi ce problème culturel et historique, comme tu disais, Jonathan. Et il faut qu'on arrive à passer outre. Et c'est pour ça que Papa Génité, oui, mais à 250%. Puisqu'il y a tout ça qui rentre en compte quand tu parles des problématiques et trouver des solutions ou autres. Ton association également, ou ce qui s'accentue un petit peu plus peut-être sur la parentalité, si j'ai bien compris. Mais c'est ça. Et je vois qu'il y a de plus en plus d'associations qui sont là, qui se mettent en place. Maintenant, pourquoi pas justement faire comme vous avez déjà commencé, comme on a déjà commencé avec Papa Génité, s'allier avec d'autres associations. Mais oui, la parentalité est totalement malade en Martinique. On a des évolutions. Ça avance petit à petit. Mais est-ce que là, il n'y a plus de place dans les foyers, par exemple? Là, il y a pas très longtemps, je vais dire dimanche, j'ai une jeune femme de 25 ans qui a un enfant de 11 ans qui me dit « Je vais placer mon enfant. Cathy, tu vas me juger, mais je vais placer mon enfant. » Et je suis revenue sur son passé, j'ai essayé, je prends cet exemple-là, mais c'était choquant parce que c'est quand même quelqu'un de ton entourage. Et je reviens sur son passé, je lui dis « Mais écoute, tu as eu ça, ça, ça. Est-ce que tu penses que faire la même chose avec ton enfant, c'est la solution ?» Et c'est ça en fait, on a des parents démissionnaires. Ok, papa, il veut s'occuper de son enfant, il accompagne son enfant, il y en a qui prennent les responsabilités, mais il y a aussi le truc où je prends mon enfant ce week-end, mais ah oui, je dois aller au foot avec mes copains, ah oui, je dois sortir avec mes copains. Non, on doit tous prendre nos responsabilités. Et c'est là où les associations, je trouve qu'elles ont fait un bond de, j'ai envie de dire, de 10 ans, mais en 2 ans, quoi, en Martinique. Je pense que le confinement, tout ça, ça a eu du mauvais, on était tous bloqués, mais ça a obligé les gens à prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Et voilà. Il y a les associations, mais aussi des professions, les coachs parentaux aussi. Il y a beaucoup de paramètres qui viennent dénoncer cette parentalité qui est malade, en fait. Ouais. Mais est-ce que c'est un problème qui est en Martinique ou bien est-ce que c'est un problème selon vous? Est-ce qu'en France, c'est équivalent? C'est partout. Est-ce que c'est partout? C'est partout, mais si on va sur le terrain de la France, si on va sur le terrain de la France ou à l'échelle mondiale, on ne pourra pas, et il faut d'abord céder pour pouvoir apporter des réponses aux autres, en fait. À notre petite échelle martiniquaise, on pourra justement, avec des émissions comme celle-ci, parler, ça va être diffusé. Ah tiens, j'ai vu ça, t'as vu, ça se passe en Martinique, mais ah oui, quand même, ils essaient de faire quelque chose. Ils ont essayé ça, ils ont fait ci. Donc ouais, mais déjà, se soigner soi-même et essayer d'apporter des solutions aux autres. Ouais, moi aussi, je pense que c'est partout parce qu'en fait, le gouvernement se penche justement sur la question des familles monoparentales matrifocales et leurs conséquences, puisque
qui dit famille monoparentale matrifocale dit aussi pauvreté. Et donc, du coup, c'est aussi une problématique qui vient se greffer justement à l'absence des pères, entre autres, parce qu'il n'y a pas que les pères qui abandonnent les familles. Mais le fait que, justement, tu en as parlé de ces hommes qui veulent occuper leurs fonctions, ben, ça montre qu'il y a aussi un élan en parallèle qui est associé justement à cette nouvelle société, un élan, une prise de conscience de la responsabilité parentale qui est en train justement d'essayer d'émerger. C'est pour ça qu'il faut ce genre de plateforme-là, ce genre d'espace-là, qu'on puisse aussi visualiser les personnes qui sont engagées dans la parentalité pour que ceux qui cherchent, c'est pour ça que je disais que Papa Génitait, c'est aussi une alarme, un cri de rassemblement pour que ceux qui cherchent puissent avoir des repères dans la société pour les accompagner à devenir des parents, en fait. Tout à fait. J'arrive à faire moi tousser. Non. J'arrive à faire moi pleurer, mais je vais résister. Non, mais c'est vrai, bien, une très bonne transition. Ben, je suis très content de vous recevoir parce que de toute façon, je savais déjà. Je savais que vous alliez apporter les épices qu'il me fallait. J'ai une petite transition. Tu avais une question à poser, non? Non, c'est bon, D'accord. C'était par rapport à la France. Et moi, je peux t'interrompre? Tu peux mettre Et tes toi, mots, Papa Génitait, parce que tu nous as demandé à nous, mais toi? Ah, très bien, je me sentais seul. Non, tu sais quoi, Papa Génitait, ça a été créé, j'ai eu l'idée de ce terme parce que bon, j'étais un artiste à la base, j'aimais faire des jeux de mots, etc. Et j'ai fait un constat autour de moi, je rejoins Ulrich. J'ai fait un constat sur lequel je voyais beaucoup de mères en activité, toujours actives, et je voyais jamais les pères. Mais ce qui était super intéressant, c'est que les pères étaient souvent à mes côtés, en fait. Ils étaient présents à mes côtés, mais jamais jamais en mode parent. Et c'était des hommes qui se plaignaient, etc. Et j'ai aussi eu des exemples, de bons exemples, où j'ai vu toujours une minorité de pères présents qui faisaient un peu tâche, si on peut dire ça comme ça. Je mets des guillemets, bien sûr, quand je dis tâche. Au contraire, c'est ce qui m'a marqué. J'avais une anecdote, j'étais dans une station avec des frangins, et il y a un père qui est venu et qui nous a reproché le fait qui a mon âge, qui nous a dit que mais vous êtes toujours là en fait, toujours en train de boire des bières, etc. Alors que vous avez des enfants qui vous attendent pour jouer. Et ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. Et quand j'ai créé Papa Génitait, j'avais même pas encore d'enfants. Mais autour de moi, j'avais que des papas, on va dire, inactifs. Et c'est là que j'ai compris la différence entre papa et géniteur. Alors, certaines personnes aiment, vont définir papa géniteur de différentes façons. Il y a des gens qui entendent papa, mais pas que géniteur. Il y en a qui vont entendre que géniteur. Un géniteur peut devenir papa. Maintenant, est-ce qu'un papa va vouloir redevenir géniteur? Je ne pense pas. Des situations peuvent peut-être l'y emmener, malheureusement, mais on va tous dans le même sens. On essaie de s'élever. Donc, papa géniteur a vu le jour. Et c'est important pour moi. Je trouve que c'est un élément clé en Martinique sur lequel il faut vraiment travailler profondément. C'est pour ça que j'aime bien côtoyer Ulrich parce qu'il va au fond des choses. Corinne aussi, qui est très engagée sur la parentalité. Elle me parlait déjà de paternité avant de parentalité. J'ai obligé une dédicace, c'est normal qu'elle soit présente là aussi. Donc voilà. Hein. Et puis j'avais un exemple à mes côtés qui était déjà papa. Donc voilà, tous les éléments sont réunis. L'eau, la terre, le feu, et bien sûr moi je représente l'amour. Le soleil, je regroupe tout le monde, tu vois. Non mais c'est important, c'est important. J'ai une question pour vous. Alors je m'excuse, hein, ma gorge, je ne sais pas, subitement, bon bref. Est-ce que vous faites la différence entre foyer monoparental et famille monoparentale? Qui veut? Ne vous bousculez pas. Famille monoparentale et foyer monoparental, tout à fait. Foyer monoparentaux, pardon. Au pluriel, quoi. Tout à fait. Parce que vous faites une différence. C'est quoi ce piège-là? Ouais, exactement, c'est facile. Alors, est-ce qu'il y en a un où le père ou bien la mère est présent dans la maison et c'est un parent fantôme? Ah, vous m'excusez. Hein. C'est déjà, à la base, la différence entre famille et foyer, j'en fais pas forcément. Et vu que tu poses une question piège... Alors, c'est pas vraiment une question piège. C'est pas vraiment une question piège. Hein. C'est qu'on Alors, c'est dédicace à la PAPAM, déjà, l'association des pères de Martinique, Marco, Monsieur Calmo Marco, qui nous a lors de l'émission, nous a appris la différence. Enfin, du moins, il nous a apporté cette information. Il nous disait que nous avions pris l'habitude de dire
famille monoparentale. Sauf que lors d'une séparation. Ce n'est pas parce que le père ou la mère est absent Que ce n'est plus une famille. que ce n'est plus une famille. Ok. Donc il estimait qu'on faisait l'erreur trop souvent de dire famille monoparentale, et qu'il expliquait que ce sont plus des foyers monoparentaux vu qu'il manque un parent dans le foyer. Mais ça ne voulait pas dire que le père était absent. Et qu'il fallait voir la différence aussi en appuyant sur le fait que si une personne était veuve, là on pouvait dire famille monoparentale vu qu'il manque. Enfin, il y a carrément l'absence de l'autre partenaire, en fait, carrément. Donc il fallait bien marquer le coup. Donc je voulais voir. Oui, mais dans ces cas-là, une mère qui a eu un enfant toute seule, c'est-à-dire qu'elle a eu un géniteur, il est parti. C'est quoi? C'est un foyer ou une famille? Ça a toujours été un foyer? Non, parce qu'il Moi, n'a c'est un jamais foyer. été là. Il n'a jamais été là. Pour moi, ça a Si, toujours là, été un foyer. Il n'a jamais été là. Ah, c'est-à-dire qu'il n'a jamais répondu présent. Il n'a Il n'a assumé jamais son rôle. été là. Il a Ouais, mais planté sa graine, il est parti. Ouais, mais si par exemple cette femme, elle a connu, elle a reconstruit sa vie, eh ben, le beau-père fait rôle de père. Oui, mais là, t'es allé trop vite. Là, Moi, je te parle du moment T'as sauté une étape. ou du moment où elle a tout vécu toute seule. Elle a juste eu une relation avec quelqu'un et elle a tout vécu toute seule. Donc c'est un foyer ou une famille du coup? Puisque si la veuve c'est une famille, Non, pour moi, c'est un foyer. Pour moi, c'est un foyer aussi. Ouais, c'est un foyer. pour moi ce sera toujours une famille. Je pas derrière. Non, je n'arrive pas à faire là. Je fais pas la différence. Pour moi ce sera une famille. Pourtant, il n'y a aucune différence entre les deux termes. Mais la famille, c'est quoi à ce moment-là? La famille, c'est quoi? Parce que pour parler de famille, il faut qu'il y ait un enfant. Pour avoir un enfant, il faut qu'il y ait l'homme, la femme, le couple à la base. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière famille aussi? Il y a tout ça à redéfinir, en fait. Donc, Tu vas revenir les lundis, t'inquiète pas. Tu vas revenir. il y a tout ça à redéfinir. Et donc, du coup, c'est vrai que du fait de l'organisation sociétale, du fait des nouveaux modèles aussi qui émergent dans la société, donc au final, on est confus. Cette question simple, on a du mal à retrouver nos repères de base, en fait. Donc, pour moi, la famille, en dehors du paramètre géographique, au complet, c'est papa, maman et les enfants. Alors justement, par rapport à ce qu'elle dit, là où c'est confus pour moi, c'est parce que famille regroupe plus que ça. Pour moi, justement, c'est famille élargie, c'est alloparentalité, c'est le fait que il y a les grands-parents, il y a Aussi, les oncles et tantes, surtout bien qu'en sûr. plus, dans nos creusets civilisationnels du côté africain, justement, on voit que dans certaines sociétés, l'oncle prend une place prépondérante justement dans la parentalité. Donc c'est pour ça que ça en fait j'ai vraiment du mal en fait à cerner parce que pour moi famille Tout ne se résout pas au père ou à la mère. voilà. Alors- Et que justement c'est ça le piège de la société dans laquelle on s'est inscrite, ou en tout cas celle qui nous est imposée, c'est qu'elle veut qu'on ait une vision où c'est père, mère, enfant. Et que justement, alors c'est bien pour le contrôle de la société effectivement, mais dans la gestion déjà de nos traumas en tant que Martiniquais, en tant que constituant une famille dans les Afro-Américains, Afro-Caribéens, etc., c'est déjà un problème de fait que on nous sépare justement du fait qu'on a toujours vu les choses, en tout cas du côté africain-indien, du fait que la famille c'est tout un ensemble, tout cet ensemble-là. Donc pour moi c'est pour ça que c'est compliqué. Et ensuite on a par le défilé historique, on est arrivé justement à maintenant à avoir des familles monoparentales et à avoir même institutionnalisé le fait qu'une famille est monoparentale et qu'elle s'en sort très bien en fait de façon monoparentale. Et c'est ça qui, à mon avis, nous amène aux problématiques que l'on va détailler en fait au fur et à mesure des émissions. Exactement. Mais est-ce que ça rentre... Parce qu'en t'écoutant, j'ai l'impression que c'était une famille avec le village, comme tu parlais, africain, tout ça, et là qu'on va S'occidentaliser. Voilà, vous m'avez aidé. Donc voilà, par rapport à ça, c'est-à-dire le côté plus individuel, mais plus le côté famille, avoir juste son cercle. Oui, pour moi c'est clairement ça. Et c'est ça la différence entre la famille et le foyer pour moi en fait. Voilà. Moi, la famille, c'est ça en fait. C'est les parents, même séparés, mais les parents, l'éducation que tu reçois des parents de ton père, des parents de ta mère, les tantes, les voisines autour. Et le foyer, c'est ton petit cocon, ensemble ou pas, les parents, je veux dire. Mais c'est ça le foyer. C'est totalement différent pour moi, le foyer et la famille. C'est comme ça que j'interprétais les choses. Parce que ma grand-mère a participé à l'éducation de ma fille, ma mère a participé à son éducation et elle avait ses arrière-grand-mères. Donc forcément, tout le monde a participé à son éducation, c'est sa famille. Oui, la famille élargie. Mais la famille que toi, tu constitues. Pour moi, Voilà. c'est mon foyer, c'est pas ma famille. Ah ouais. Voilà, exactement. C'est mon foyer, c'est pas ma famille. faudra que je redevine. Ma famille, c'est ancestral en fait, c'est toute ma culture, c'est mon histoire. Et c'est ce que j'ai voulu apporter à ma fille, qui me disait par exemple aujourd'hui à 19 ans, elle fait ses études à Toulouse,
Elle me dit, ouais, mais en fait, maman, finalement, je crois que je vais revenir en Martinique, je vais chercher un travail et je vais habiter au Lorrain. Je lui dis, mais t'as le monde ouvert. Elle me dit, oui, mais ma famille. C'est oui, Lorrain, bien sûr, la famille, le sang, quoi. Voilà, c'est même pas le sang, parce qu'elle parle pas que ça se trouve, quand elle reviendra, ma grand-mère, elle sera déjà partie. Mais c'est tout comme un village, en fait, c'est le village. Voilà, c'est le village. Justement, vous parlez de village. Effectivement, moi, je me rappelle... Enfin, déjà, ma famille, on est très... Oui, c'est très ouvert. Ma tati peut me... Il peut battre ma calotte. Mais je veux dire qu'effectivement, est-ce que ça ne s'est pas estompé au fil des années, cette histoire cet élargissement, pardon. Est-ce que ça ne s'est pas estompé? Parce que j'ai plus l'impression qu'on a ces liens... Alors, certes, je pense que ça existe toujours. Je suis la preuve. Mais je n'ai pas l'impression que dans notre nouvelle société... C'est palpable aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à avoir un nom qui vient chercher ses nièces, ses neveux? Alors, il faut voir justement les différents impacts. Alors, quand je disais le creuset civilisationnel africain, j'irai même plus loin, c'est après, quand on a commencé à se construire, après l'esclavage justement, c'est plutôt comme ça que même que les familles martiniquaises fonctionnaient. C'est-à-dire que c'est le quartier, enfin le village, la famille, le village s'occupe justement ensemble de l'enfant. Donc, à partir de là, il y a plusieurs phénomènes qui sont intervenus, notamment l'urbanisation. L'urbanisation fait qu'on a quitté justement les malls, les villages, etc. et qu'on est venu construire des foyers dans une organisation urbaine. Mais l'organisation urbaine, justement, demande à ce que les choses soient bien séparées, soient bien sectorisées, soient bien claires, soient bien structurées. Et forcément, ça a un impact. Mais aujourd'hui, on le retrouve encore, mais sauf qu'on est concentré sur le secteur KSM. On a beaucoup la tendance à se dire que c'est le secteur KSM qui représente la Martinique. Sauf que moi, quand je vais chez ma famille, justement, qui est soit à Saint-Pierre, soit au Lorrain, soit au François, c'est une organisation totalement différente. Et ils ont réussi justement à faire cette jonction entre la modernité et la tradition. La tradition a encore son poids. Mais sur le secteur KSM, c'est plutôt l'Occident qui a son poids, justement, parce que l'urbanisation appuie de toute sa puissance pour que cette structure, justement, soit partie intégrante, justement, de la société. Donc, il y a cette distinction-là à faire et à bien se dire qu'il y a encore des réminiscences justement de cette famille qu'on avait à l'époque, qu'il faut bien analyser du fait qu'il y a plusieurs secteurs en Martinique. Il y a le secteur KSM, il y a le nord qui fonctionne d'une façon différente, il y a le sud qui fonctionne d'une façon différente, il y a certains quartiers où c'est encore un peu le cas, mais il faut justement faire ce distinguo-là. Et bizarrement, alors bizarrement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on a toujours quand on est jeune ou ado, on est toujours ce côté, on représente notre quartier, on représente la famille, le nom. C'est très important, tu vois. On est toujours en mode vitrine, en fait. On veut toujours représenter quelque chose. Donc, ouais, c'est peut-être... Oui, je comprends. Mais d'ailleurs, il y a ce réflexe que les anciens ont, de quand ils te demandent ton nom de famille, ils arrivent tout de suite à cerner, ok, tu es de quel enfant de qui, de quel nord, sud. Et nous, notre génération, comme on commence à perdre ça, parce que, par exemple, on est beaucoup nés à Fort-de-France. Donc, je sais même plus... Enfin, moi, aujourd'hui, je sais justement, mais les générations qui viennent, ils savent pas tellement, en fait, où sont placées les familles. Parce que les familles ont aussi bougé énormément. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Donc, mais par contre, quand tu vas dans des quartiers, quand je vais à Sainte-Marie, ça me dire, ok, eux, c'est telle famille, ils sont de ce côté-là. Il y a tel quartier, c'est plutôt ça, etc. Donc, il y a toutes ces choses-là. Là, j'ai juste pris le point de vue géographique, mais il y a énormément de choses qui ont fait qu'on a beaucoup tendance à, justement, dire qu'il y a des foyers qui se sont construits à tel endroit, donc des foyers soit monoparentaux, soit nucléaires. Mais justement, quand on analyse bien, on voit bien qu'il y a encore des lieux où ils s'organisent toujours selon cette famille élargie-là. Ça a même créé des divisions, des divisions par secteur. Tu vois, il y a souvent l'affrontement entre la campagne et la ville. Les gens de la campagne, les gens de la ville. Moi, ça, c'est un travail de division, ça. C'est un travail de division. Mais c'est culturel aussi. C'est culturel aussi, exactement. T'as toujours ce truc, mais en fait, ils s'aiment, hein, mais c'est juste que, voilà, ouais, non, mais toi, t'es un sauvage parce que tu viens de la campagne. C'est des petits trucs cons, mais c'est nous, c'est le Martiniquais, c'est l'Antillais. Il faut prendre aussi en compte le contexte dans lequel on évolue. On est dans une société capitaliste qui est engagée dans une course à la mondialisation et donc, du coup, qui met l'accent sur l'individualisation, en fait, sur l'individualisme, du moins. Et donc, du coup, ça fait que, moi. Même dans la famille, on oublie qu'on a des enfants. La priorité, c'est moi. La priorité, c'est mes besoins. Et puis, les enfants se débrouillent, en fait. Et donc, du coup, c'est vrai que cette division qui est en train de s'installer est en train de tout casser, en fait. C'est pourquoi le travail de papa géniteur, des espaces d'échange, c'est important. Parce qu'on est dans un monde où on est de plus en plus
individualiste. Donc automatiquement, la famille se disloque. Donc on parle d'évolution sur beaucoup de choses, comme tu parlais des différents secteurs, tout ça. Mais le fait de retrouver l'essentiel, de retrouver la famille, eh bien, ça donne déjà un poids plus important par rapport à une certaine direction, je dirais. Mais la base, c'est la communication de toute façon. Ça, je trouve qu'avec les réseaux sociaux et tout ça, avec les nouveaux outils, c'est soit on les utilise bien, soit on les utilise mal. Et des fois, on se perd en fait. On se perd parce qu'aujourd'hui, même au lieu d'aller voir la grand-mère, des fois, on va faire une visio, par exemple. On a de nouvelles habitudes aujourd'hui. On ne fait plus trop l'essence, ça coûte cher. Voilà, on a des paramètres, pas des paramètres, des facteurs qui font qu'on est toujours en train de repousser, de nous écarter de nos propres richesses, quoi. C'est mon avis, en fait. Tu me fais penser à quelque chose. Quand j'étais en France, effectivement, mes camarades de promo m'expliquaient qu'il fallait qu'ils demandent la permission à leurs parents pour venir manger chez eux. Ça, c'est quelque chose que tu vois pas en Martinique. Tu vas, tu t'installes chez ta maman, tu t'installes chez ton papa et puis tu manges. C'est l'eau de manger. Ça t'attire. Mais c'est vrai qu'il y a cette valeur-là qui se perd. Et c'est dommage en fait. Et donc du coup, il faut qu'on puisse en parler pour que les générations qui arrivent là sachent qu'il fut un temps, c'est comme ça que ça se passait. Mais est-ce qu'on laisse trop le choix à nos enfants aussi, je trouve. Voilà, mais d'où tu avais une fête culturelle ou religieuse et tu partais pas dans ta famille, même si tu faisais le 24 réveillon avec qui tu voulais, mais le 25 au matin, tu savais qu'il fallait pointer chez tes parents avec tes enfants. Maintenant, non, je veux pas y aller, je vais rester sur Netflix. Où tu vas, mamie, elle est en train de faire le pain au beurre au chocolat classique, et t'es sur ton téléphone. Mais il y a aussi la problématique du fait que quand tu grandis, tu prends conscience aussi de la mauvaise enfance que tu as eue, en fait. Parce qu'il y a eu toutes les histoires d'inceste qui sortent, les histoires de violence, les histoires de je n'aime plus mon père parce qu'il battait ma mère. Et donc moi, j'ai vécu la même histoire avec mon mari. Je suis incapable de bâtir ma famille. Donc je pense que ce sont des douleurs latentes qui sont en train d'émerger et qui sont justement, à cause de cette société où tout se démocratise, tout se sait, voilà, ça vient parasiter toutes les relations. Donc là, on vient sur le travail à faire avec les victimes dans ces cas-là. Voilà. Et même au sein des familles, accepter ce genre de problématique. Parce que souvent, tu es jugé en tant que victime, alors que non, tu n'es qu'une victime. Mais ça, c'est une autre émission. C'est vrai qu'en Martinique, c'est récurrent. Mais tu parlais tout à l'heure là de tout ce qui est de ne pas s'impliquer autant qu'avant. Mais on est dans la mondialisation aussi, hein. Avec les réseaux sociaux, maintenant on est tous connectés, on va prendre le téléphone, on va plus se retirer, on va plus se lever le temps. Tu as dit quoi ? On n'a plus vraiment le temps. On se dit souvent qu'on n'a plus vraiment le temps. On ne trouve pas le temps non plus. Est-ce qu'on a l'envie aussi ? Il faut une sensibilisation en fait, je pense. Je pense que ça, c'est une sensibilisation importante qui donne aux gens l'envie de reprendre ce genre d'activité. C'est simple, c'est le truc que vous avez fait, c'était où, au Prêcheur ? Oui, Marron et toi. C'était magnifique. Après moi, désolée, mais j'ai pas pu être là. Mais c'est des petites choses comme ça. C'est vrai que tu n'auras pas beaucoup de monde au départ, mais c'est des petites choses comme ça qui vont faire ah ouais, mais là nous t'es jeunes en fait, nous t'es qu'à faire ces baguettes là, nous t'es qu'à bivouaquer, on campait, on se retrouvait tous ensemble avec nos parents et on faisait des choses. Et au fur et à mesure, les enfants, ils vont apprendre à se connaître. Donc ça va faire que c'est des gens qui vont tisser des liens et pas des liens virtuels en fait. C'est ça, c'est se réapproprier et sensibiliser et se connaître. Il y a un aîné qui me disait une fois que ce qui a tout changé selon lui, c'était le fait que dans le foyer, on ne mange plus ensemble à table. Il m'expliquait qu'à partir de cette base-là, une fois que ça a été brisé, ça a tout chamboulé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, c'est pas forcément ça, mais c'est un des facteurs qui explique que nos familles se disloquent. Et en fait, nos ancêtres, justement, nous ont laissé un ensemble d'outils qui nous permettent de nous réunir, qui va de la naissance jusqu'à la mort. Donc ce qu'on appelle justement les fêtes vulgairement, ça a aussi cet effet-là, de pouvoir réunir la famille autour d'une fête, certes. La fête est un prétexte pour qu'on puisse se réunir et pour qu'on puisse tisser et garder ce lien-là. Maintenant, ça peut s'expliquer par le fait qu'on ne mange plus ensemble, mais ça s'explique aussi par l'ingénierie sociale, c'est-à-dire que dans ta vie, qu'est-ce que tu fais ? En majorité, tu es régi par le travail aujourd'hui. C'est ça le plus important. C'est de travailler pour gagner de l'argent, pour ensuite subvenir aux besoins de toi-même et ensuite de tous ceux qui t'entourent. Donc, ce travail-là prend une place prépondérante qui fait que tu travailles du lundi au vendredi, classiquement, du lundi au vendredi. Quand tu rentres, alors là, on va parler de la parentalité.
Donc, dès le lundi matin, 8h, tu laisses ton enfant pendant 8 heures de temps. Tu vas le chercher à 16h30. Mais tu as travaillé. Donc, tu es relativement crevé quand tu arrives chez toi. À ce moment-là, il faut que tu fasses le repas, que tu prépares aussi toi ta journée de travail de demain, que tu fasses le ménage, que ceci, cela. Donc, ce qui fait que tu passes pas forcément de temps avec ton enfant à ce moment-là. Donc, il y a aussi d'autres rituels qui vont rentrer en jeu, qui fait que, bon, on va manger sous le pouce rapidement, ensuite on va aller se coucher. Ça se répète comme ça pendant 5 jours. Quand tu arrives le samedi, tu es fatigué. À quel moment comment tu vas pouvoir être frais pour pouvoir proposer des choses, jouer avec tes enfants ou partir. Donc, le samedi, tu as tendance à te reposer. Et puis, il y a le social. Donc, tu vas aller jouer, tu vas aller te divertir, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple dans ces situations-là, effectivement, de pouvoir mettre ton enfant dans des lieux où il va se socialiser, ou alors lui offrir justement des objets qui vont l'occuper, qui vont le divertir pendant un nombre de temps conséquent qui va te permettre, toi, soit de te ressourcer, soit de t'émanciper. Donc, c'est toutes ces choses-là, en fait, qu'il faut comprendre et qu'il faut voir que c'est pas juste... On s'est adapté, finalement. On s'adapte, mais il faut voir justement que ces adaptations-là ont des effets. Il faut les constater et il faut prendre le temps. Comme il disait, c'est pas tellement qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on n'organise plus le temps autour de certaines priorités. Si la priorité c'est le travail, forcément, il vaut mieux qu'on ait cette vie-là où on laisse la société gérer nos enfants, des institutions, même pas la société, des institutions gérer nos enfants. Et puis nous, on essaie de faire au mieux pour que tout colle. Mais si maintenant les priorités c'est de retisser le lien social, on verra que justement tout ça va revenir mécaniquement. On va remanger ensemble, on va refaire des fêtes ensemble, on va rebivouaquer, on va prendre des jours de congé, on va partir ensemble en famille, etc. etc. Et Louis, là, tu as fait une belle transition par rapport à la prochaine question. Parce que je voulais parler du temps. Le temps, tu vois, les 4 temps. Le temps du travail, le temps pour la famille, le temps pour le couple et le temps pour soi-même. Vous en pensez quoi ? Je te vois, Cathy ou la... Qu'est-ce que vous pensez de trouver ce temps-là ? Parce que trouver le temps, par exemple, au niveau... Il y a beaucoup de familles qui ont appris à se connaître pendant le confinement. Voilà. On ne prend pas forcément le temps pour soi-même aussi. Des fois, on donne beaucoup de temps par rapport à la famille, beaucoup de temps par rapport au travail. Donc, comment vous arrivez à aménager tout ce temps-là ? Les 4 temps. Par contre, j'ai appris une chose. Avant le confinement, mais juste avant, le temps pour soi, normalement, si tu es bien au sein de ta famille ou ton foyer, le temps pour soi, il fait partie de ça, en fait. Du temps que tu passes avec tes enfants, ton équilibre et tout, ça doit être ressourçant en fait. Ça ne veut pas dire que tu vas passer tout ton temps libre avec ta famille, mais ça doit faire partie de ton équilibre. Ça doit être bénéfique pour toi. Maintenant, le temps pour le travail... Alors, ta question est intéressante parce que la réalité, c'est que, oui, tu sais déjà, quand je dis ça, ça fait réfléchir. La réalité, c'est qu'on ne peut pas se diviser. On n'est pas schizophrène, en fait, tu vois. On a 24 heures sur une journée et c'est à nous d'agencer la journée selon nos responsabilités et nos priorités aussi, tu vois. Et donc, du coup, les priorités et les objectifs aussi de vie vont changer en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, le temps pour soi, concrètement parlant, j'en entends parler. Mais dans ma vie, objectivement, ça ne veut rien dire. Parce que les 24 heures que j'ai dans la journée, c'est 24 heures pour moi. D'une façon ou d'une autre, ce sera pour moi, en fait. Maintenant, pour dire exclusivement moi, c'est moi qui crée mon espace. Par exemple, j'ai pris une initiative depuis 5-6 ans de m'imposer un temps chez une esthéticienne. C'est un exercice pour moi. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas cette habitude-là de dégager un espace à une esthéticienne qui lime mes ongles, qui fait... Ça m'énerve. Elle sait que ça m'énerve, donc je peux... je trouve ça... sais de quoi tu parles. Voilà, il faut rester assise. Et elle m'a dit non, tu as l'habitude de t'occuper des gens, puisque moi je suis professionnelle de santé, il faut que tu apprennes aussi à ce qu'on s'occupe de toi. Donc c'est un exercice qu'elle fait avec moi pour m'apprendre justement cette réalité-là. Mais en même temps, on est dans une interaction avec... Je suis en train de parler à une femme, donc... Finalement, ce temps-là, pour moi, consiste plus à connaître la femme qui est en face de moi, puisque j'aime les humains, j'aime les gens, en fait. Et donc, du coup, au final, cette notion de prendre du temps pour soi, moi, je la place, que ce soit au travail, que ce soit avec mes enfants, que ce soit moi avec moi-même, que ce soit avec vous, je ne fais rien qui me porte préjudice, je ne fais rien de contraignant pour moi. Et donc, du coup, si je m'engage à faire quelque chose, automatiquement, c'est du temps pour moi parce que je trouve des éléments pour moi, en fait. Donc, on n'a pas d'excuses. Personnellement, moi, avec moi-même, pour moi, je n'ai pas d'excuses. Donc, tu cherches des moments de qualité.
Toujours. Si ça ne m'apporte rien, si ce n'est pas quelque chose qui va croître, quelque chose qui va faire avancer ma vie, la société, ben j'investis pas. Mais déjà, c'est intéressant de voir qu'on sectorise le temps. Philosophiquement, c'est assez intéressant de voir qu'on arrive à rendre le temps cartésien, alors que le temps n'est pas cartésien. Exact. C'est une première chose. Deuxième chose, c'est que on a cette vision-là, justement, où il faut séparer ces dynamiques-là et que je suis différent quand je m'accorde du temps à moi, que quand je m'accorde du temps avec mes enfants, que quand j'accorde du temps à mon compagnon ou ma compagne, que quand j'accorde du temps à mon travail. Sauf qu'il y a aussi possibilité que tout ça aille ensemble. C'est-à-dire que pendant que je suis au travail, je m'émancipe. Il y a une chose que... Alors, pas mes parents voulaient juste que je sois fonctionnaire, mais les bons conseillers, en tout cas, que j'ai eus, me disaient, au lieu de chercher à faire quelque chose, un travail qui va te rapporter de l'argent, fais en sorte de trouver quelque chose qui te passionne. C'est ça. Ce qui fait que quand je suis au boulot, continuellement, je suis en fait en train de me développer moi. Voilà, et justement, et de m'épanouir, de voir ça. Et en même temps, maintenant, le plus compliqué, c'est d'allier cela avec la vie sociale et avec la vie avec les enfants. Pourquoi aussi? Parce qu'on a considéré que le travail se fait sans les enfants. Les enfants sont loin à ce moment-là et on ne peut pas travailler avec les enfants. Alors qu'il y a des familles en fait qui travaillent ensemble, qui ont des projets communs, professionnellement. Mais tout de suite en fait on sectorise, on dit non, ça c'est le temps du travail, je ne vais pas m'épanouir dedans. En fait c'est quelque chose, c'est de dur labeur, c'est le capitalisme. Je vais travailler pour quelqu'un qui va exploiter mon temps de travail pour être productif pour lui ramener de l'argent à lui. Enfin des profits en tout cas à lui. Donc forcément, à ce moment-là en fait je vais tout sectoriser, tout quadriller. Et puis, je ne vais pas m'émanciper, en fait, dans ces différents rôles. Alors qu'il y a possibilité de voir les choses autrement. Et je prenais l'exemple de quand je suis allé en Afrique de l'Ouest, notamment au Togo. De 0 à 6 ans, l'enfant est tout le temps avec sa maman. Tout le temps avec sa maman. Après, ils se sont mis d'accord sur le fait qu'à ce moment-là, justement, l'homme va travailler et elle va aussi travailler avec l'enfant. Elle fait tout de 0 à 6 ans avec l'enfant. L'enfant est toujours là. Donc après, elle peut le céder à justement toute la famille, tout le village qui est autour. Mais elle est avec son enfant. Et en fait, pendant ce temps-là, c'est pas lui, l'enfant en même temps, il apprend, etc. Et du coup, c'est une autre vision du temps. C'est une autre et eux ne font pas cette sectorisation-là que l'on fait. Il faut bien voir qu'on le fait parce qu'on est dans un système de production particulier. Mais maintenant, il faut qu'on arrive maintenant à se dire, à changer nos rapports au travail, au couple et à soi-même. Donc tout ne dépend pas d'une adaptation finalement. Il y a des choses qu'on doit se réapproprier, si je comprends bien. À mon avis, en tout cas. Après, il y en a aussi qui se trouvent... qui trouvent leur compte en fait dans cette sectorisation, tant mieux. Mais maintenant, comme je le dis souvent, c'est de voir nous en tant que Martiniquais, qu'est-ce qui est le plus approprié pour nous, en fonction des traumatismes que l'on a. Est-ce qu'on continue à donner une place prépondérante au travail ou au temps justement avec sa famille? Trouver notre paradigme. Oui, pour moi c'est... Il faut réfléchir autrement, je trouve, parce que y a un investissement que si tu ne le fais pas en ton enfant, l'enfant va chercher cet investissement-là, fait ce besoin-là, il va le combler avec quelqu'un d'autre ou il va le trouver ailleurs, en fait. Tu as parlé de 0-6 ans, l'enfant est tout le temps avec sa maman parce que c'est pendant cette période-là que l'enfant construit son estime de soi, qui construit la confiance en lui, qui construit plein de choses. Et cette base-là, en fait, doit être posée dans l'enfant. Et j'ai des collègues qui m'ont dit qu'elles préfèrent prendre un congé parental de 3 ans pour rester exclusivement avec leur enfant. Au début, je ne comprenais pas, puisque moi je travaillais, je ne suis pas faite pour ça, être mis au foyer. Mais avec du recul, je me dis qu'elles ont raison en fait, parce que je pars du principe qu'il faudrait qu'au moins un des parents reste avec l'enfant durant ses premières années de vie. Et ça, c'est avec du recul, avec l'expérience que j'ai eue. Voilà. Et justement, au niveau de ce paradigme-là, c'est aussi que, comme on ne définit pas nos propres lois, donc, ça veut dire que nous, à ce moment-là, si on devait être souverain, on pourrait, par exemple, rémunérer quelqu'un qui est dans son foyer. Pas juste se dire... Alors, il y a une période qui nous est attribuée pour qu'on puisse justement être au foyer pendant cette période-là, où justement le père, d'ailleurs, n'a que 12 ou 14 jours, je ne sais plus exactement. 12. Mais sinon... Il faut prolonger. Ils ont augmenté. Alors, je ne sais plus exactement c'est combien, mais alors vous vous rendez compte qu'un enfant naît et la société a donné au père 14 jours. Et alors qu'il donne à la maman combien de temps? C'est 6 semaines, non? Ça dépend du nombre d'enfants. 6 à 8 semaines. Donc on voit bien déjà le déséquilibre. Et en plus, ce temps-là, s'il veut aller plus loin, il va falloir qu'il fasse des sacrifices sur son salaire ou quoi que ce soit. Alors que si on était dans une société où on permettait à n'importe quel membre de la société de prendre 3 ans avec sa famille, ça changerait les choses.
Oui, ça serait. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une histoire de paradigme et c'est aussi une histoire de souveraineté et du fait qu'on assume ses responsabilités. Mais là- Si on construit quelque chose autour de la famille, on peut mettre les moyens pour que on puisse passer du temps justement avec sa famille tout en s'épanouissant dans ces fameux 4 temps que Jonathan Mais là, ça développe. rentre également un petit peu dans la déconstruction familiale, dans le fait de ne pas laisser les parents s'occuper et puis laisser d'autres supports à travers les réseaux, à travers la télévision, tout ça par rapport à l'éducation de nos enfants aussi. Par rapport à ce qu'il a dit. J'ai pas tout compris. Non, je disais par rapport, tu vois, tu me fais perdre mon fil là. Moi, je vais dire quelque chose. Tu parlais de la déconstruction familiale. Moi, je parlais de la déconstruction familiale, à savoir que d'autres relais s'occupent de l'éducation de nos enfants. Le fait que, par exemple, que le père ne puisse pas prendre le nombre de... ne puisse pas s'impliquer autant. totalement à l'éducation, c'est-à-dire que s'il souhaite être davantage avec ses enfants, prendre des congés, puis être davantage avec ses enfants, eh ben, c'est d'autres supports qui s'occupent de l'éducation de nos enfants. Ouais, la nature a horreur du vide, en fait. Et non seulement, ils n'ont que 6 mois pour poser... c'est ça, ils peuvent pas déposer. Vous pouvez Ouais. pas déposer quand vous voulez. En fait, t'as 6 mois max pour déposer tes congés quand t'es papa. C'est pas normal. Bon, en fait, ce que tu dis là, ça peut maladie, faire, hein, les gars. ça peut faire l'objet d'un projet politique parce que quand il y a eu les élections là, j'ai entendu les différents candidats parler de la paternité. Il y en a qui disaient mais la pater ou quoi, mais c'est quoi ce truc? ça paraissait Et donc inconnu, du coup, là. voilà, il faut amener justement cette prise de conscience là, personnelle et individuelle, parce que si on ne l'a pas, ben qui l'aura pour nous? Donc Oui, c'est j'ai clair. bien aimé ce que tu as dit par rapport à ton intervention. Non, mais c'est cool. Ah, ouais, vous sentez c'est quoi, papa géniteur? On leur fait sentir c'est quoi. C'est bien. Je suis content de mes invités. La semaine prochaine, vous êtes là. Non, mais justement, j'ai entendu réorganisation, j'ai entendu parentalité, j'ai entendu famille, quartier. Est-ce que vous pensez on a parlé de parentalité malade? C'est très important parce que bon, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on voit. Est-ce que vous sentez que est-ce que ce n'est pas dû aux relations homme-femme? Est-ce que dans notre société martiniquaise, est-ce que vous estimez qu'on s'entend tous bien, on s'entend facilement entre hommes et femmes? Non. Mais déjà, Enfin, une guerre là. mais déjà du même sexe, c'est déjà compliqué. Alors voir les sexes opposés, Je sais pas, entre hommes, on s'entend bien. Non. C'est En autre chose. surface. C'est En surface. autre En chose. surface. En fait, quand les hommes sont entre eux, c'est facilement que voilà, et les fights vont aller. Les femmes, il y a un petit peu plus d'hypocrisie, il y a un peu plus de sournois. compétition, la jalousie et tout. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que les relations sont objectives, pertinentes, efficaces? Je sais pas. Je pense qu'il y a les mêmes critères chez les hommes. C'est juste qu'on est peut-être moins... C'est fort, c'est violent. On le montre moins. On préfère cacher ce qui est vraiment privé. On va jouer les costauds, tu vois. On va parler de voitures, de choses comme ça, mais on va jamais vraiment rentrer ensemble dans quelque chose de sérieux, quoi, qui va montrer peut-être nos failles, nos faiblesses. Parce qu'on a toujours l'impression que le voisin, c'est peut-être un ennemi. Ouais. On a été éduqués comme ça. Voilà, dans la division, de la compétition. Paranoïa, et je ça, sais c'est pas. Mais- Tu penses que c'est de la paranoïa? Bah, c'est comme ça c'était ça, oui. Le voisin, il est jaloux, le voisin, il a ci. Ça se trouve, le voisin, il s'occupe même pas de tes affaires, hein. Mais c'est juste, il est jaloux, il est Ça, jaloux. c'est vous-même, On gamin, peut les voisins, vivre quand il est maqué. ensemble, en fait. Et c'est Maverick, je crois que c'est Maverick qu'elle s'appelle, c'est une coach, et elle parlait de ça, justement, et elle racontait l'histoire d'une dame. Elle avait pas eu de chance pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Et au final, quand elle raconte, en fait, c'était de la jalousie, c'était si elle a perdu ce poste-là pour telle raison, elle a perdu, et c'était ça. C'est juste de la jalousie et le fait de s'occuper des affaires des autres, mais pas dans le bon sens. Parce que c'est bien aussi, même si tu parles pas à ton voisin, mais de le fâcher un petit peu pour voir s'il est là, s'il va bien. Voilà, mais non, il y a la jalousie, c'est quelque chose qu'on a créé. En tout cas, je parle de la Martinique, notre éducation, en fait, il y a eu ça aussi. C'est un héritage culturel, Ouais, en fait. c'est jalousie, c'est Voilà. de toute façon, t'as là pas les moyens, alors que ça se trouve, la personne, elle est juste contente de te voir acheter une nouvelle voiture, elle te le dit, elle est juste contente de te voir enceinte ou autre, mais on a ce truc où on sait pas fermer nos bouches non plus. La Ah, méfiance. t'as acheté une nouvelle voiture. Eh bien, j'en la belle, hein. Tu vois. Il est changé. Et, Sous-entendre quoi? Combien de sous-entendre? Voilà. voilà. Et toi, t'es déjà parti dans ton truc, oui, il est juste jaloux, nanana, mais non, la personne est juste contente. Donc, selon vous, on a de mauvaises habitudes qui font qui Alors, compliquent bah, les relations? Il y a des mauvaises habitudes et puis, alors, pour répondre à ta question, oui, il y a des problèmes entre hommes et femmes. Je ne considère pas que les femmes comprennent les hommes et que les hommes comprennent les femmes aujourd'hui dans notre société martiniquaise. Parce que, effectivement, comme tu l'as dit, le fait qu'on reste tout le temps dans une superficialité de confort,
et que les femmes vont plutôt dans le fond, justement, ça fait que forcément, déjà nous, on ne cherche pas forcément à comprendre la femme. On va chercher à la comprendre pour arriver à un objectif, puisqu'on la voit comme des proies sexuelles, notamment. Donc il faut voir qu'on a aussi cette façon de voir les choses là, qu'on sexualise beaucoup, qui fait que si tu sexualises, tu vas avant tout voir les atouts sexuels de la personne. Tu vas jouer avec ses sentiments, le pervers narcissique, c'est ça. De séduction. Voilà, si ça se développe autant, c'est parce qu'on arrivait à mettre un mot là-dessus, mais c'est quelque chose qui est en nous, qui fait que, comme on sexualise donc la femme, on ne va pas s'intéresser à qui elle est. Et c'est quand on va commencer à vivre avec elle sur une période assez longue que ça va commencer à nous énerver parce qu'on ne la comprend pas en fait. On ne sait pas qui elle est. On ne connaît même pas ses... On apprend souvent sur le tas en fait. Ben oui, on ne connaît même pas ses cycles menstruels. On ne sait même pas justement à quelle période que ça arrive, qu'est-ce qui se passe, quels sont les effets. Je dirais même plus, excuse-moi de t'interrompre, c'est même pas qu'une question de ne pas savoir. C'est-à-dire que des fois on estime que comme c'est la femme, ça concerne la femme. Voilà. On ne s'intéresse pas. Voilà, On ne s'intéresse pas, c'est comme ça. Ça dépend des cercles, parce que dans mon cercle d'amis, j'ai cette habitude-là de parler, de converser de tout et de rien, de ce qui est important, de ce qui n'est pas important, parce que ça m'intéresse en fait. Je m'enrichis des erreurs des autres, je m'enrichis des déceptions des autres, parce que j'apprends, je tire enseignement, et c'est pareil, c'est réciproque aussi avec mes amis en fait. Donc du coup, moi je dis que tout dépend de ce qu'on visualise dans les relations qu'on crée. Oui, Voilà. ça c'est clair, mais je vais juste prendre... Après, ce que tu dis là, c'est Voilà. vrai que c'est un phénomène qui est très présent dans notre société. Voilà, je vais prendre un C'est exemple. dommage. Des exemples simples, c'est-à-dire que quand, justement, on va chercher à dire cette compréhension-là, qui dit compréhension, dit que tu vas passer du temps avec le sexe opposé. Dès que tu commences à passer un temps un peu prolongé avec quelqu'un du sexe opposé, directement les gens autour se posent des questions, se disent mais vous êtes ensemble. Oui. C'est-à-dire que c'est pour ça que je te dis que le fait qu'on sexualise nos rapports, ça biaise justement notre perception. Donc forcément, dès que tu entends ça, mais toi, tu vas te dire wow, attends, je vais peut-être me détacher parce que si les gens voient ça autour, il faut que je montre que non, en fait, je suis pas dans la friend zone, machin. Alors que en fait, tu cherches à comprendre la personne. Si tu veux comprendre l'autre sexe, il faut que tu passes du temps avec. Voilà, et la pression sociale, tout de suite, a le doute et commence à vous culpabiliser, à vous dire mais vous attendez, non, en fait, on a juste une relation amicale. Arrête, c'est bon, on connaît les trucs comme ça. Peut-être que la fille, elle, c'est une relation amicale, mais toi, tu as envie de la ken ou quoi que ce soit. Et forcément, même si tu n'es pas dans ça, ça va rentrer dans ta tête. Et vous te dire, ok, il va falloir que je mette les conditions, enfin que je fasse en sorte que les gens ne ressentent plus ça. Parce que la pression sociale, qu'on le veuille ou non, ça nous impacte en fait. Donc c'est pour ça que je disais que il y a ces choses-là justement qui sont latentes et qui fait qu'on ne pourra pas se comprendre si on reste justement dans ce rapport-là. Tant qu'on est dans une vision où c'est le sexe qui va primer, eh ben forcément toutes ces choses-là vont intervenir pour biaiser nos relations. Ça va pervertir. Pour contourner ce que tu dis là, ça veut dire qu'il faut développer une forme d'intelligence, de sagesse, de spiritualité aussi, pour comprendre l'individu qui est en face. De voir que la personne qui est en face de moi ne se résume pas à une histoire de sexe, mais c'est aussi une expérience, c'est aussi des déceptions, des échecs, c'est aussi tout en fait. Et de voir qu'en redéfinissant justement la notion d'individu, me rendre compte que c'est un maillon à la chaîne sociale qui nous permettra ensemble d'émerger en fait. Donc c'est une force. Voilà. Et puis pour s'élever, il faut le vouloir. Que ce soit homme ou femme, il faut le vouloir. Il faut qu'on sache se regarder dans les yeux, reconnaître nos torts. Moi, voici un élément que j'aime mettre dans nos émissions. Je trouve que trop peu de personnes savent reconnaître concrètement leurs torts. Et je pense que juste ce détail-là fausse tout le reste en fait. Parce qu'à partir du moment où c'est l'ego qui gère la relation, même la relation personnelle, si à partir du moment où tu vis qu'avec ton ego, t'as raison dans tout, tu n'écoutes pas le voisin ni la voisine, finalement il n'y a pas de communication, il n'y a pas de sincérité dans la communication et il n'y a pas cette élévation. On pense souvent qu'on connaît tout et en fait, si tu vas pas, comme tu disais, si tu te rapprochais pas des autres, tu peux pas évaluer où tu en es réellement en fait, concrètement. Et c'est pour ça que du coup, ce qu'il faut déconstruire, c'est le virilisme. Parce que ce dont tu parles, sur le fait de ne pas reconnaître ses torts, c'est très masculin, justement. C'est beaucoup les hommes qui font ça. Les femmes ont d'ailleurs plutôt tendance... Et la mauvaise foi. Les femmes aussi sont pas mal. Attention. C'est-à-dire que dans le virilisme, il y a certains traits qui vont avec l'homme. Notamment le fait d'être assertif, d'être sûr de lui tout le temps.
dans ce qu'il dit, dans ce qu'il affirme, dans sa position. Il faut qu'il soit rectiligne. Donc, qu'il soit un chef de famille, Exactement. un chef militaire, etc. Ah, Donc, sans faille, quoi. voilà, exactement. Donc, vous le vouliez ou non, c'est des choses qui ce sont des traits masculins qu'on donne justement aux hommes. Cette rectitude-là et le fait qu'on est assertif sur absolument tout ce qu'on fait. Il ne faut pas que l'homme doute. C'est ce qui fait que si on va en forêt, tu vas en forêt avec ta copine. Est-ce que tu vas pouvoir assumer le fait que tu es perdu? Ça va être compliqué. On en parlait. Est-ce que quand il y a un cafard dans la maison, une araignée, on va prendre quelque chose, une araignée. Mais tu as peur de l'araignée. En tant qu'être humain, tu as peur de l'araignée. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va mettre en avant quand ça arrive, que ce soit enfant, parents, grands-parents, l'homme de la maison, viens tuer l'araignée. Est-ce que tu sauras à ce moment-là dire ah non. Et c'est vrai, c'est le propre de l'homme. En fait, tu dois répondre à des codes. Que tu le veuilles ou non, que tu l'admettes ou pas, il y a des codes qui font que tu es obligé d'être comme ça. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, Jonathan. Maintenant, la femme, elle est plus forte. Ouais, je n'ai pas peur d'araignée, moi. Mais attention. Je n'ai pas peur d'araignée. La femme, elle est juste plus forte, c'est tout. Donc, ce qui fait que, oui, l'homme a beaucoup moins cette tendance à reconnaître ses torts et du coup à revenir sur ses erreurs passées. C'est ce qui fait que justement. Ah, moi, j'ai un petit bémol. Moi aussi, parce que j'ai un petit bémol par rapport à ça. Mais je défends pas Voilà. je ne parle pour la femme non plus. Il y a la Mais ce qu'il bémol. dit, il faut s'arrêter sur. Moi, je pense que là où on est d'accord tous les deux, c'est le code, en fait, c'est le code social, en fait, Peut-être. qu'on donne où l'homme, il doit être fort, il doit pas faiblir. Exactement. Et de toutes les façons, c'est moi, j'ai dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc si je te dis non, chérie, il faut mettre de l'huile pour le moteur, tu vas me dire non, c'est de l'huile de frein. Mais j'aurais raison, et j'ai fait exprès de prendre la mécanique. Alors, mais la team bémol, c'est à vous. Nous vous écoutons. Non, moi je parlais de la mauvaise foi. Mais non, je n'ai pas dit que tu as dit que des. Là, c'était sociétal, en fait, ce qu'il disait. Voilà, non, j'ai compris. Non, je le taquinais. Non, je parlais plus par rapport à la mauvaise foi des femmes. C'est pas une critique contre vous, mesdames. Hein. À savoir. Je ne. Trop tard. Là, quoi? Je t'écoute. Parce que je peux t'en donner des exemples là, de mauvaises foi masculines. Oui, mais vous Moi, aussi. je dis les deux. C'est ça, en fait, c'est Vous l'être aussi. humain qui est foncièrement. Voilà, parce c'est l'être que- humain. Quand tu mets une femme face à ses responsabilités puis qu'elle ne veut pas, et il a déjà qu'à péter, qu'elle a L'être qu'à prendre humain. la vol, voilà. Que ce soit homme ou femme, en fait, dans ces conditions-là, Voilà, c'est quand les tu deux. Sauvez estimes quoi. que tu as raison, quand tu estimes que tu as raison, être humain. Quand tu Voilà. estimes que tu as raison, tu feras ce que tu voudras, j'ai raison. Et du coup, tu vas avoir deux couillons à dormir dans un lit ou l'un dans le canapé ou l'autre, juste pour dire ouais, mais en fait, on est con tous les deux, on n'a peut-être pas tort et on n'a peut-être pas raison. Tout le monde, les deux ont raison, les deux ont tort. C'est juste ça en fait. La communication. Ouais. Il faut communiquer, il faut parler, il faut. Mais t'as commencé par la mauvaise foi des femmes. Voilà. On Mais peut ça continuer. reste des problématiques. Ça reste des problématiques réelles hein, dans Oui, le oui, fonctionnement oui, social. Ça, oui. c'est terrible, hein, une femme qui veut pas reconnaître ses torts, comme un homme qui ne veut pas reconnaître ses torts. Les deux, c'est terrible en fait. Mais moi, Parce c'est que un problème ce que je dans peux notre dire par société. rapport à mes expériences, c'est que les hommes ont du mal à s'excuser. C'est pas qu'ils reconnaissent pas Les leur femmes tort. aussi, pourquoi tu dis ça Ils vont montrer qu'ils savent qu'ils ont fait une connerie, mais Comme une femme. Les deux, la fierté, l'ego. Alors, en fait, c'est que la nuance, c'est que il y a des traits personnels, des traits de personnalité qui vont faire que tu peux être quelqu'un justement qui aura de toute façon du mal à reconnaître tes torts. Ce que je disais, c'est que il y a les rôles sociaux de genre. C'est ce qu'on appelle les rôles sociaux de genre. Et l'homme, on fait en sorte qu'il décuple ce côté justement où il ne va pas reconnaître ses torts. Et c'est pour ça, c'est une des conséquences, une des causes plutôt du fait qu'on ne s'épanche pas sur nos sentiments. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à s'ouvrir sur ses propres traumatismes, donc ses propres torts, ses propres choses que tu as vécues qui t'ont fait du mal. Donc, et si vous analysez bien, vous verrez bien que justement, ça, c'est plutôt masculin. Je pense que vous pouvez voir que c'est plutôt les hommes qui ont du mal à s'épancher là-dessus. Si, Donc, oui, c'est flagrant. voilà, donc c'est pour ça que je sais dis faire que... ça aussi. Oui, mais tu sais faire ça. C'est-à-dire que quand tu vas regarder, Mais tu ça vas va voir que t'empêcher c'est et beaucoup plus justement les hommes qui auront ce comportement-là où ils vont pas pleurer, ils vont pas pleurer, qui vont pas s'épancher sur leur truc, même qu'on se retrouve entre hommes. Et comme on en parle souvent, regardez la multitude de cercles de femmes qu'il y a qui s'expriment sur différents sujets et regardez le peu de cercles d'hommes qu'il y a. C'est vrai, c'est vrai. malheureusement. Voilà, Flagrant, donc c'est flagrant. ce sont des rôles sociaux et il y a à côté de ça des petits paramètres justement individuels qui vont aussi intervenir, qui fait que tu vas retrouver ces choses-là aussi chez l'homme, chez la femme plutôt. Mais comme l'erreur que tu as fait malheureusement, c'est que tu l'as accolé
Ah, je n'ai pas fait d'erreur. Ça, c'est un trait de personnalité, mais c'est pas forcément lié à des rôles sociaux de. Et il faut reconnaître qu'il y a des rôles sociaux de genre, il faut réussir à les combattre justement pour équilibrer un peu les. Il y a Monsieur Ulrich, attends, excuse-moi, Le Olivier. cercle des hommes. Il y a Monsieur Ulrich également qui organise des cercles des hommes. Cercle d'hommes, ouais. Cercle d'hommes. Tu peux nous en parler, ouais, effectivement. Oui, alors du coup, sur notre objectif, c'est de déconstruire la masculinité, notre masculinité toxique. Et justement de déconstruire les codes des virilistes. Je vais devoir décomposer tout ce que tu dis. Parce que après nos émissions radio, il y a des gens qui ne comprenaient pas. Quand tu dis déconstruire la masculinité. Toxique. Ah voilà, c'est Ouais, le mot toxique. toxique qu'il faut mettre derrière. Voilà, parce qu'il y a des gens des hommes qui pensent qu'on leur dit de ne plus être des hommes. Tu vois, donc ils ne comprennent pas. Ils se disent, attends, qu'est-ce que vous voulez que je fasse quoi en fait? Tu vois, donc voilà, je voulais. Donc en fait, marquer. c'est de combattre ces dictats qui nous font être violents entre nous, entre hommes, et envers l'autre sexe qu'on domine. D'accord? Donc c'est pour justement diminuer les effets du patriarcat qui donne comme conséquence justement la masculinité toxique et ce qui réunit tout ça, c'est la virilité. Et en fait, nous, ce qu'on veut transmettre, c'est le fait que la virilité n'est pas une fin en soi. On n'est pas obligé d'être un homme et d'être viril. Donc il y en a qui peuvent se sentir très bien dedans et qui peuvent être des gens justement adorables dans cette virilité-là, mais force est de constater que la majorité n'a même pas conscience qu'ils sont dans une quête de virilité et que cette quête de virilité va contre eux. Dans une émission justement radio, j'avais développé l'ensemble de faits qui montrent que les hommes sont déjà néfastes envers les hommes eux-mêmes. C'est-à-dire que les faits de violence, c'est souvent un homme contre un homme. D'accord? Les meurtres par arme à feu, justement, c'est souvent les hommes contre les hommes. Et ensuite, les hommes vont aller, les féminicides, on en parle déjà assez souvent. Mais pourquoi? Parce que on cherche à atteindre cet idéal viril qui finalement nous dessert. Parce que ça nous pousse justement à ne pas exprimer nos sentiments, à avoir un ensemble de comportements qui nous sont néfastes et qui ne nous permettent même pas de se rendre compte qu'on a des traits de personnalité qui seraient intéressants de développer plutôt que de s'arrêter sur un code. Il faut que je sois musclé, il faut que j'ai une grosse voiture, il faut que chaîne en or, etc. Voilà, il faut que j'ai des relations sexuelles avec le maximum de femmes, etc. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est à ce que les gens puissent s'accepter tels qu'ils sont et pas tels qu'un dictat leur ordonne d'être. Donc c'est pour ça qu'on organise des cercles d'hommes où entre hommes, on va justement discuter de toutes ces choses-là et faire en sorte de se réparer en discutant justement de nos traumatismes, de comment on évolue à travers ces différents dictats, de déconstruire ces dictats-là et faire en sorte que nous soyons en harmonie entre nos énergies féminines et nos énergies masculines, que la société reconnaît comme masculin, que la société reconnaît comme féminin, et d'être en harmonie dans cela. Donc on organise des cercles d'hommes. On a fait le choix d'être en non-mixité pour le départ parce qu'on considère que il faut déjà que les hommes donnent l'exemple. Il faut qu'on règle nos soucis entre nous avant de pouvoir aller dans un processus où on va justement rentrer dans une réconciliation avec les cercles de femmes qui eux-mêmes font déjà ce travail-là justement et qui se réunissent pour... Et une question, vous êtes nombreux dans vos cercles d'hommes ou c'est quelques hommes? Alors, on a commencé timidement, mais aujourd'hui justement on en est à 20-25 personnes qui sont déjà dans le groupe et au dernier cercle justement qu'on a lancé, on était 18, alors que de base, on était parti sur 6 personnes qui devaient être présentes. Et puis, on a diffusé l'information. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés. On devait être 25 et puis finalement, on était 18. Et il y a de plus en plus de personnes qui prennent contact avec nous pour pouvoir nous rencontrer. Et ils arrivent à se dévoiler vraiment et à accepter ça? Ou ils sont là juste pour voir Par curiosité? Voilà. Alors, la majorité, c'est des personnes qui viennent pour participer et pour pouvoir s'exprimer. Et pour pouvoir justement rompre avec ces choses-là qui leur font mal. Okay. Mais ce sont des gens qui sont déjà convaincus. Il y en a quelques-uns qui viennent observer, mais ils ne vont pas rester longtemps parce que, pour différentes raisons. Bon, moi je considère que c'est parce qu'ils ont du mal à d'ailleurs, ça se voit dans leur comportement où ils vont monopoliser la parole, ils vont toujours contester ce que les autres disent. Ils sont dans une forme d'assurance voilà, maîtrisée. Ouais. Mais il y a quelque chose qui revient souvent, c'est qu'on se jauge. Effectivement, au début, c'est beaucoup ça. Et donc c'est avec Mathis qu'on anime Mathis Brival. Mathis Brival. Et en fait, nous, déjà, dès le départ, on pose le cadre en disant, les gars, on va rompre avec toutes les règles qui font que c'est nous qui dominons et que c'est nous qui sommes à l'initiative, donc on va dominer le débat, etc. On fait en sorte que ce soit le plus anarchique possible. Anarchique dans le sens... Ah, c'est émotionnel. Moi, ça faut que je me mette Pas dans le sens bordel, mais dans le sens où on fait en sorte que ce soit le plus horizontal possible. Pas qu'il y en a un qui monopolise, mais que c'est tous ensemble qu'on construit quelque chose. Et là,
tout de suite, en fait, ça rompt avec l'ambiance pesante de on est entre hommes, on va se jauger. Combat de coq. Voilà, du combat de coq. Et là, effectivement, on rentre en profondeur dans les J'ai sujets. une question. Et est-ce que de ces débats, vous arrivez à identifier la problématique de base individuelle? Exactement, oui. Est-ce que la parentalité revient dans les problématiques? Oui, bah oui. Les forcément. violences, voilà. Donc du coup, la parentalité malade, est vraiment présente, quoi. Voilà. C'est des Donc, il y a un traumas. vrai On travail a beaucoup à de faire. traumas, il disait ça au début. Voilà, il y a un vrai travail à faire pour que nos hommes de la Martinique, déjà pour commencer, soient des hommes en fait. Voilà. Pareil pour les femmes, je suis sûr que dans le cercle des femmes aussi, il y a des problématiques qui sont liées à la parentalité aussi. Ouais. Après, je me rappelle, on a invité, de toute façon, on va les réinviter, les cercles de femmes, enfin, du moins, un cercle de femmes, parce que je ne sais pas si tous les cercles fonctionnent de la même manière, mais le travail était vraiment différent. C'est-à-dire que Ulrich nous expliquait, justement, on parlait sur une base de trauma qu'il fallait évacuer, et chez les femmes, c'était plus une question d'énergie. Si j'avais bien compris, là, il n'y avait pas une histoire de trauma. Mais C'était plus se relâcher, s'allier avec la nature. C'était vraiment différent. Et nous, on pensait que justement, c'était le même travail. Maintenant, je ne sais pas si tous les cercles fonctionnent de la même manière. Et ça va être intéressant de les développer dans futures émissions. À un moment ou à un autre, en travaillant sur l'énergie ou en travaillant sur le trauma, les deux vont se rejoindre. Parce qu'une fois que tu as traité le trauma, tu vas t'ouvrir complètement pour une énergie positive. Et pareil, quand tu seras prêt, tu pourras gérer ton traumatisme. Donc l'un et l'autre, tu ne peux pas les dissocier de toute façon. De toute façon, on va inviter les cercles et on va les confronter, on va voir. Alors confronter bien sûr dans le bon sens. On est là pour évoluer, on est là pour grandir à Papa Génité. Ça ne peut être que positif. Voilà, on suit une direction, c'est l'élévation de nous-mêmes. Donc oui. Comment ça va tout le monde tranquillement? Ça va. Moi c'est ma première, faut que je, en tant qu'animateur, faut que je pèse, faut que je sorte les. Ça va tranquille, Ça va. Ça va tranquillement. Ça va, Émile? Ouais, ça se passe. T'es prêt à revenir? Je commence à m'habituer un petit peu là. C'est ça bon. va. Tranquille, Corinne? Ben oui, je suis contente parce qu'en fait, plus ça va, plus je valide la pertinence de l'initiative Papa Génité. Merci. Et donc du coup, le fait de t'entendre parler, j'avais déjà entendu l'émission radio que tu avais faite, mais j'avais pas mesuré l'ampleur en fait de cette réalité en fait. Tiens, et sur son épaule. Enlève-le. Et donc du coup, il y a ce besoin-là. Si cette réalité, cette initiative, il y a des candidats, ça veut dire que dans la génération qui est en train de grandir, il y a cette problématique aussi qui est déjà latente en fait. Et donc du coup, qu'il faut agir aussi au niveau des ados, au niveau des collégiens. Parce que hier, j'étais témoin d'une scène qui était quand même assez terrible. La police était là, le chef d'établissement était là, la CPE était là, parents d'élèves étaient là, et l'enfant n'avait aucune notion ni de l'autorité, ni de la présence de l'entourage. Il se voyait monter. Moi, à mon époque, on te regardait, c'était fini. Ouais, c'était fini. Mais non, l'enfant, il y avait toutes ces autorités là devant lui, et l'enfant était agité quand même, ne reconnaissait pas, il n'admettait pas son tort. Je crois qu'il avait agressé un professeur. Et moi, je trouve ça terrible, en fait. Les parents sont démissionnaires, c'est pas possible. La mère, je pense, est dépassée. Je pense qu'elle est dépassée. Il y a une différence entre être dépassé et être démissionnaire, selon vous? Il y a la volonté de bien faire, mais de ne pas y arriver, en fait. Démissionner, c'est-à-dire que tu abandonnes. Tu viens même pas quand l'école t'appelle. Voilà. C'est vraiment différent. Et non, mais il faut marquer ces mots-là, parce que je pense que c'est des mots clés, en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut apporter des solutions et puis des encouragements aussi, puisqu'il y en a qui veulent, qui n'y arrivent pas, il y en a qui démissionnent parce qu'ils voient que la charge est trop lourde. Sauf que quand tu commences, tu prends l'initiative d'être parent, quand tu t'engages à être parent, c'est une responsabilité sur du long terme, c'est une responsabilité à vie, qui demande de l'énergie, qui demande du temps, qui demande une organisation, et il faut que tu sois prêt en tant que parent de t'engager dans ce sens-là, en fait. On a ce problème aussi où, malheureusement, c'est une réalité où tu as beaucoup de femmes qui sont devenues mamans, mais qui ce n'était pas par choix, ce n'était pas par... Elles ont choisi, mais en même temps, elles n'étaient pas prêtes. Elles pensaient que soit le père allait rester, soit elles auraient pu assumer, mais elles n'ont pas réfléchi à toutes les conséquences de... Parce que autant, oui, tu fais un enfant, les deux parents, tu fais un enfant avec quelqu'un, tu dis c'est pour la vie, mais il y a aussi le problème, je vais me rapprocher de mon métier, le problème du décès. Tu peux mourir du jour au lendemain. Bon, le père, il n'est pas là demain. La mère, elle n'est pas là demain. Je fais comment? Et ça, on n'a pas cette question. On ne réfléchit pas à ce genre de choses. Et il y a beaucoup de parents, que ce soit hommes ou femmes, qui ne sont pas parents et qui ne seront jamais parents, qui ne peuvent pas assumer. Et ils n'ont pas réfléchi à ça avant de prendre la responsabilité d'un être
Parce que c'est quand même un être. Mais c'est ça, le truc, quand le bébé vient au monde, il est mignon, il est joli, c'est... Mais quand ça commence à tomber malade, ça commence à te faire réfléchir, te donner mal à la tête, parce que tu lui parles, il t'obéit pas, il y a des valeurs qui se sont perdues, il y a des règles qui se sont perdues, et ça, justement, il faut pouvoir réinjecter ça dans la société et aussi dans la parentalité, conscientiser l'individu. Faire un enfant, c'est pas juste joli mignon, c'est pas juste des bons moments. Voilà, c'est vraiment... Tu construis l'avenir de demain, quoi. Mais c'est pas de l'esthétique, quoi. Tu fais pas un enfant pour de l'esthétique, quoi. Voilà, c'est pas une poupée qu'on achète. Dans les premières années, justement, on aime acheter des vêtements jolis, de beaux jouets, on aime décorer la chambre, mais derrière ça, quand l'enfant commence à prendre 5 ans, 6 ans... Et que tu ne peux pas lui donner financièrement, tu ne peux plus. Aussi. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a une forme d'hypocrisie dans la société où on t'encourage à vivre ta sexualité, tu es collégien, on te donne des préservatifs, et il faut arrêter de blaguer avec la vie. 14 ans, 15 ans, pour moi, c'est pas l'idéal pour faire un enfant. Les adultes même qui se lancent dans cette aventure ont déjà du mal. Donc pourquoi engager nos enfants? Pourquoi les encourager à avoir des enfants? Déjà assumer une sexualité à 14 ans. Voilà, mais c'est une hypocrisie sociale. Je vante pas notre génération, mais on avait déjà un peu plus, je sais pas, on avait plus de jugeotes. Et eux, ils sont les bébés réseaux sociaux. Les bébés, je sais même pas me laver, me faire un œuf. Je sais rien faire. Et j'assume déjà une sexualité. Tu avais les parents qui, tu savais, l'ombre de ta maman planait au-dessus de toi. Tu savais que si tu faisais le malheur le gars qui des choses qu'il fallait pas, juste le gars il allait prendre le bus et t'accompagner pour le bus, t'étais morte, quoi. Là, ils savent pas cuire un œuf. Ils dépendent que d'un téléphone ou d'une télé ou d'un ordi. Et c'est même pas des choses concrètes qu'ils vont regarder sur leur TikTok et tout ce que tu veux. Et là, on leur dit, oui, mais le sexe, c'est bien. Ça n'a aucune conséquence. Et puis tiens, mets un préservatif. Sauf que ma fille de 14 ans, bizarrement, elle va pas aller fréquenter un jeune homme de 15 ans qui va dire « Mais à l'école, on nous a dit de mettre le préservatif. » Pardon, Seigneur, elle va fréquenter un enfoiré de lycéen. Un lycéen qui regarde des enfants. Et il va lui dire oui, non, mais le préservatif, j'aime pas ça, fais-moi confiance, je t'aime, tout ira bien. Voilà, mais c'est ça, et c'est là qu'on voit que. Pardon, je suis désolée pour le. C'est là qu'on voit que l'autorité parentale a perdu en puissance, en fait. Et il faut restaurer ça, il faut redonner aux individus leur autorité et la conscience aussi de leur autorité parentale, en fait. Et pour rebondir justement sur ça, il faut aussi déculpabiliser la génération qui vient. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à les juger et à dire vous êtes des enfants réseau. C'est un problème. Mais un enfant a un parent. Il faut aussi voir que la génération de nos parents nous ont laissé avec ces outils-là. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas toutes les connaissances effectivement sur qu'est-ce qu'étaient ces outils-là, mais il faut aussi se questionner de se dire vous faites rentrer dans vos foyers des choses sans chercher à connaître qu'est-ce que c'est, quel est l'impact. Et une fois que c'est fait, reconnaître que ok, j'ai fait une erreur par rapport à ça, je vais réparer, mais pas se dire moi c'est fait, tu sais, je laisse et puis par rapport à ce que tu dis là, effectivement il y avait l'outil informatique chez moi, mais il y avait une heure pour utiliser l'outil informatique. Et je sais pas si tu te rappelles quand tu démarrais l'ordinateur, tu faisais un bruit, ça faisait un bruit et ça fait que tu pouvais pas désobéir aux parents en fait. Donc c'était cadré, c'était réglementé, mais aujourd'hui un enfant se réveille, la première chose qu'il va faire c'est je vais regarder les TikTok. Sur TikTok la star des réseaux c'est qui? C'est la fille qui vend l'eau de mon bain. Une jeune de je sais pas quelle année, vous avez vu, elle vend l'eau de son bain, 5 000 € mais sur une émission, non, pas mais sur TikTok. Vous savez, il y a aussi 5 000 €, le bocal. Il y a aussi ce problème de téléphone. Mon père me disait tout le temps, avant il y avait qu'un téléphone dans la maison. Tu pouvais pas aller. Toi, en tant qu'enfant, tu pouvais pas aller prendre le téléphone. Qui tu vas appeler? En plus, il était filaire. Le téléphone. Déjà, tu pouvais même faire 5 mètres. Et puis, il y avait le détail aussi des numéros que tu appelais. Et ma matière, quand elle connaissait pas le numéro, elle appelait pour savoir. Oui, non, c'est vrai que la modernité. Voilà. Oui, la modernité, mais on peut quand même faire ce travail avec nos enfants. On se doit de le faire. C'est pas parce qu'il y a la modernité qu'on doit se laisser dépasser. On se doit de le faire. Moi, je suis désolée, tu as un enfant de 8 ans qui a un iPhone, mais il fait quoi qu'un téléphone? Déjà. Vous voyez combien toutes les thématiques qu'on va exposer sur cette télé. Et en plus, il a un iPhone. À quel moment? Voilà la phrase que j'entendais en fait quand Yael, ma fille, elle avait quoi? 10, 11 ans? Oui, mais moi, je veux donner à mon enfant tout ce que je n'ai pas eu. Mais de notre temps, à 10 ans, il n'y avait pas les téléphones comme ça. À 10 ans, moi, c'était la chasse aux anolis. C'est des trucs... on allait cueillir des mangos. On est d'accord, il n'y avait pas les téléphones. Ok, ça a évolué, mais pourquoi moi, j'estime que je suis une femme qui a, entre guillemets, réussi sa vie,
pourquoi l'éducation que je devrais donner à ma fille doit totalement être l'opposé de ce que j'ai reçu comme éducation qui fait de moi quelqu'un de connu et de reconnu. Non, je suis désolée. Alors, il y a aussi le fait que nos parents pouvaient contrôler parce qu'ils ne maîtrisaient pas l'outil, en fait, tout simplement. Donc, eux-mêmes ne passaient pas un temps fou sur l'ordinateur. Aujourd'hui, regardons les gens de notre génération. On passe beaucoup de temps sur nos téléphones. Mais tout le monde fait ça, là. Quoi? Tout le monde fait ça. Donc, l'enfant, oui, alors il y en a qui vont lutter. Voilà, il y en a qui vont lutter. Mais justement, l'enfant reproduit ce qu'il voit. Si l'enfant, très tôt, en se levant, est devant une télé ou un ordinateur, c'est parce que il faut voir aussi que le parent lui-même, son premier réflexe, c'est d'allumer. Donc forcément, l'enfant voit ça et se dit, mais il est où le problème? Et d'ailleurs, souvent, on ne se rend pas compte que les enfants nous font faire face à nos incohérences. Et ça nous énerve. Et c'est là où on va s'énerver, où on va crier dessus, etc. Et ne pas prendre le recul de se dire, en fait, il a raison. Ben, ce sont nos vitrines. Oui, concrètement. Donc s'il fait ça, et c'est pour ça que je dis que si cette génération-là a fait ça, c'est parce que nous-mêmes on le fait. Questionnons déjà nous nos rapports à la modernité. Et ensuite, on pourra aller donner des leçons à une génération qui est sur les réseaux. Parce que nous aussi, on est sur les réseaux. On est sur WhatsApp, on diffuse des informations. Moi, j'en ai marre des groupes WhatsApp parce qu'il y a trop d'informations. Oui, bah, c'est le seul. Voilà. Vous savez déjà. Je peux acheter des fruits et légumes, des choses comme ça. Moi, je suis très de la vieille école. Ce que tu dis là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que justement, les quadras, les quinquennats, tout ça sont au carrefour de deux générations, de deux sociétés. Et c'est notre responsabilité, justement, de faire la transmission correctement et de bien manager l'introduction de l'informatique dans nos foyers, en fait. Il ne faut pas laisser cet espace libre à l'informatique pour pouvoir venir éduquer nos enfants. Est-ce que c'est pas par rapport à un manque de recul? Par rapport à tout ça, par rapport à... Fini, parce qu'après, l'heure passe. Ah, oui, tout à fait. Tout le monde regarde le jeu. Ah oui, tout à fait. Donc, par rapport à ce manque de recul, c'est-à-dire que ce sont de nouvelles technologies, on est tombé dedans, comme on n'avait pas l'exemple. On n'avait pas cet exemple-là, donc on n'arrive pas vraiment à se jauger par rapport à ça aussi. Eh bien, vous savez quoi? On va y réfléchir. On va y réfléchir. On est là pour ça. J'espère que... Mais en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Je sais plus regarder, j'ai pas l'habitude. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais en tout cas, grâce à vous, en tout cas, grâce à nous tous, je pense que les téléspectateurs comprennent concrètement sur quel terrain on va se diriger. Un terrain multifacette, un terrain où il y a beaucoup de choses à dire. Tout le monde est concerné, hommes, femmes, enfants. Communication. Sans la communication, de toute façon, on n'ira pas bien loin. Tout à fait. Jonathan, est-ce que tu es prêt? Nous partir. Eh bien, nous parer, ZOCTV, voici Papa Génité, en grand. Peuple la bise, peuple. Voilà. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Comme d'hab, hein. Très agréable. Président de l'association. Ravi. Ça va? 250 émissions. Directeur de centre de loisirs et bien d'autres. Tu as bien vu que j'ai commencé par dire que je suis un militant panafricain. C'est alors, par oui. ça que je me définis. Excusez-moi, pas monsieur. mon travail. Excusez-moi, monsieur. Donc oui, super. Comme d'habitude, hein, toujours un plaisir de participer à ces émissions-là et de faire en sorte qu'on s'édifie ensemble. Super. Madame? La présidente de l'association Solidarité pour la réforme sociale, elle est présente, solidaire et prête pour la réforme. Voilà. Ok, Jonathan. Ça s'est bien passé, tranquillement. On remercie encore l'équipe de Zouk TV. On remercie les téléspectateurs, téléspectatrices de nous avoir regardés ce soir. Et le rendez-vous est pris tous les lundis soirs, à partir de 20h. Vous la connaître. C'est Papa Génité en grand. Voilà, alors je vous avoue que je ne sais pas quand est-ce qu'il faut faire. J'ai vu le refaire, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je suis très content, hein, je vais pas vous mentir, c'est un objectif. Ça fait plus de 2 ans que j'en parle. À la base, c'était sur un cahier. Après, ça a fini sur un ordinateur. Il y a eu des échanges. Il y a eu les occasions. On a travaillé à la radio. Et aujourd'hui, on est là. Les gars, je vais pas pleurer. Je le vois me regarder, me fixer, mais non, je ne vais pas pleurer. Pas aujourd'hui. Non, on va pas commencer comme ça. Non, mais en tout cas, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Un objectif, je vais dire atteint, mais qui reste dans une continuité.
C'est travail pour payer. Richesse payée, c'est nous-mêmes. Nous pas changer rien. Forêt négatif. Papa géniteur. Et en nous-mêmes. La cousin qu'on fait, sur les réseaux. Tanato. Precious Stern. J'oublie pas. Non. Toute bagaille là-dedans. Comment tout le monde m'a cassé, tout le monde s'en fout. Eh ben, bien. C'est pas pareil, c'est une marque. Ah oui, excusez-moi. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, mais même, c'est une entreprise. C'est donc, vrai. Oui, c'est mais- comme négatif. Bon, donc, c'est big up à toutes les associations. La PAPAM, big up à Mathis Brival aussi, qui t'accompagne. Enfin, vous travaillez ensemble. Cercle d'hommes. C'est pour les cercles d'hommes, un big up pour les cercles de femmes. Marco Calmo, on le viendra. Parentalité égaliste aussi. Je pense que la Martinique ne sait pas qu'il y a un tel mouvement. Ouais. On commence, effectivement, on est sur les réseaux. On est sur Instagram, Facebook, tout ça, mais en discutant avec les personnes, on découvre que souvent les gens nous découvrent en fait. Donc je pense que maintenant on a une plus belle une plus grande visibilité à la radio, à la Je voulais dire quelque à la- chose. oui. Le 7 mai, l'association sur les réseaux, justement, invite les mamans à venir partager un petit pot à la terrasse, donc de 10h à midi. Donc, mesdames, vous êtes les bienvenues. Donc les gars, nous allons faire une grillade parce que nous pas invités. Et bien voilà. Tout le monde. Qu'est-ce que je peux vous dire lundi prochain? Yes. Avec toutes nos bonnes énergies, avec toutes nos convictions et nos valeurs, en grand, on reste fidèle à nous-mêmes. Et la semaine prochaine, on aura une thématique. De toute façon. Ah, mais c'est parti maintenant. Voilà, c'est maintenant. parti. Donc chaque lundi, une thématique. Avec un professionnel, des gens lambda, on va faire des collégiales, tout ça. Vous allez voir comment ça se passe. C'était la première, c'était la présentation, donc là, il est parti actuellement. Mais dites où vous trouvez justement sur le réseau. Alors, tu as raison. Alors, sur Instagram et sur Facebook, on est partout avec le même nom. Vous tapez Papa Géniteur, on est dessus. De toute façon, maintenant, c'est Zouk TV. Zouk TV va faire le nécessaire à ce niveau-là. On a un radio aussi. Alors, est-ce que j'ai le droit de faire de la pub pour la radio? Je ne sais pas. Donc, big up à Monsieur Lévy, en tout cas, tous les mercredis. Vous irez sur nos réseaux, vous verrez sur quelle radio on est. On évolue le mercredi à 20h. Mais tout ce travail-là est lié, en fait. Il n'y a pas de différence. Il y a un lionnage entre télé et radio, en fait. Tout ça, c'est des Martiniquais et des Martiniquaises. Yes. En grand. Richesse là en nous-mêmes. Richesse PIA, c'est nous-mêmes et en nous-mêmes. Oui, Laisse c'est voir vrai, le c'est logo vrai. derrière toi. Comme ça, on a les repères. Ah oui, c'est moi qui arrive pour premier, là, les gars. Oh, c'est moi qui arrive quand même. Non, appréciez, hein. Vous appréciez avec moi quand même, hein. Ça taffe, hein. Ça taffe. Non, merci à Zouk TV, merci à toute l'équipe. Il joue à besoin en papa au top. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. Donc on wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit petit polo mon tête tout toujours pas repayer tout n'importe station pendant il chou qu'à attend nous pour partager émotion.